Bonjour, alors on va faire maintenant la section 2.7 sur la dynamique du mouvement circulaire, une section très importante aussi. Donc on va faire de la dynamique mais en rotation. Donc jusqu'à date on faisait des mouvements de translation, là on va faire des mouvements de rotation. Euh, donc si un objet se déplace à la vitesse v sur une trajectoire circulaire de rayon r, la composante centripète de son accélération est accélération centripète égale v carré sur r. C'est un petit rappel là, de ce qu'on avait vu ici, l'accélération centripète, n'est-ce pas? Qu'on avait vu au premier chapitre. On avait vu que, dans le fond, juste le fait que l'objet change de... Même s'il va à la même vitesse en module, le fait que l'orientation de sa vitesse, entre ici, là et là, l'orientation de la vitesse change. Donc, il y a une accélération. Rappelez-vous qu'une accélération, c'est un changement du vecteur vitesse, soit en module ou soit en orientation. Donc, dans ce cas-ci, c'est un changement d'orientation de la vitesse. Donc, ça veut dire qu'il y a une accélération. Et cette accélération-là, on l'avait appelée l'accélération centripète, c'est-à-dire une accélération qui est toujours orientée vers le centre de la trajectoire. Peu importe où est-ce qu'on est, toujours orientée vers le centre de la trajectoire, d'où le nom centripète, vers le centre de la trajectoire. Petit rappel. Et on avait trouvé que cette accélération-là était donnée par la vitesse au carré sur le rayon de la trajectoire. On peut l'appeler aussi l'accélération radiale, parce que c'est une accélération qui est toujours justement dans la direction du rayon du cercle. On peut l'appeler radiale ou centripète. C'est synonyme. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton pour un axe R', ça s'appelle, dans le fond, un axe en mathématiques, là, quand on définit un axe radial, c'est toujours défini vers l'extérieur par convention. Fait que là, on va définir un axe R' qui, lui, va être orienté vers l'intérieur, si vous voulez bien. Donc, on a notre axe R'. Imaginez qu'on a notre bloc ici qui est attaché à un cercle. Et là, on fait tourner le bloc autour. Donc, imaginez ici un petit clou qui attache la corde. Et là, on fait tourner le bloc autour du clou. Ce qui va se passer, c'est qu'il va se produire une tension à l'intérieur de la corde pour maintenir le mouvement de rotation, pour que le bloc reste en rotation autour du clou. Donc, cette force de tension, c'est cette force ici qui va permettre de maintenir la rotation, qui va permettre de maintenir l'état de rotation. S'il n'y avait pas de tension, imaginez qu'à un certain moment, on coupe la corde. Si on coupe la corde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le bloc, il partirait tout droit. Son inertie, son élan, fait en sorte qu'il partirait comme ça, tangentiellement à sa trajectoire. Donc si on coupe la corde à ce moment-là, ben, le bloc il va partir dans cette direction-là. Qu'est-ce qui fait que non, le bloc ne partira pas dans cette direction-là puis qu'il va suivre la trajectoire circulaire ici? C'est grâce à la corde. C'est grâce à la corde. Donc, c'est la corde qui permet de maintenir le mouvement de rotation. C'est ce qu'on va appeler une force centripète. Donc, la force centripète, c'est la force qui permet de maintenir le mouvement de rotation. C'est la force qui permet de maintenir le mouvement de rotation. Mais je veux insister sur une chose ici, c'est que la force centripète n'est pas une nouvelle force à ajouter à votre diagramme des forces. Non. T'sais, on a vu un certain nombre de forces qu'on doit mettre dans notre diagramme, comme par exemple la normale, la force de frottement, la force d'un ressort, le poids, c'est quoi les autres? Une poussée externe. Bon, la force centripète n'est pas une nouvelle force à ajouter à cette liste qu'il faut ajouter à votre diagramme de force. Non. La force centripète est un rôle. Je vais vraiment insister là-dessus. Là. C'est un rôle qui est joué par une ou plusieurs forces que vous connaissez déjà. C'est un rôle joué par une ou plusieurs forces. Dans ce cas-ci,
c'est le force centripète, c'est un rôle qui est joué par la tension. Donc c'est la tension qui permet de maintenir la rotation. Donc c'est la tension qui joue le rôle de force centripète. C'est la tension qui joue le rôle de force centripète. Je répète, la force centripète, c'est un rôle joué par une force que vous connaissez déjà. Dans ce cas-ci, c'est la tension. On va donner d'autres exemples dans les situations qui vont suivre. Donc, si on applique la deuxième loi de Newton, on va faire la somme des forces radiales selon l'axe R', l'axe ici qui pointe vers l'intérieur de la trajectoire, vers le centre. Donc, la somme des forces radiales, ça va donc être la masse fois l'accélération radiale ou l'accélération centripète. Puis l'accélération centripète, on peut dire que c'est V carré sur R. Donc on peut dire que la somme des forces dans la direction radiale, c'est-à-dire dans la direction vers le centre de la trajectoire, la somme des forces dans cette direction-là, ça va être égal à la masse fois l'accélération centripète, donc mv carré sur R. C'est la force qu'il faut appliquer en permanence vers le centre de la trajectoire pour que l'objet maintienne son mouvement de rotation. On va donner des exemples. Donc, un autre exemple, c'est vous avez une petite boîte de conserve ici qui est attachée via une ficelle et vous tenez la ficelle à votre main et vous la faites tourner dans un mouvement de rotation. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que si on s'intéresse aux forces qui s'exercent sur la boîte de conserve, il y a la tension. Évidemment, il y a son poids qui agit ici, mais son poids, on ne va pas en tenir compte là ici. C'est la force de tension qui permet de garder le mouvement de rotation ici. Donc, c'est ici, encore une fois, la tension qui va jouer le rôle de force centripète, qui va permettre de maintenir le mouvement de rotation. Donc, faites attention parce qu'on a tendance à penser toujours à la notion de force centrifuge. En physique, on n'aime pas trop cette expression-là, de force centrifuge, parce que c'est tout simplement parce que c'est mélangeant pour les étudiants. Donc, on évite vraiment d'en parler. Pourquoi? Parce que la force centrifuge n'est pas une vraie force. Autrement dit, mettons, on se met dans la position, on regarde la boîte de conserve ici, ben là, vous pourriez dire, oui, mais la boîte de conserve, je sais qu'il y a comme quelque chose qui tend à la déporter vers l'extérieur. OK? C'est vrai. C'est vrai que la boîte de conserve a tendance à vouloir être déportée vers l'extérieur. Mais c'est pas parce qu'il y a une force qui tire vers l'extérieur. Parce que s'il y a une force qui tire vers l'extérieur, montrez-la moi. Dites-moi c'est quoi. Parce que ça peut pas être une force qui apparaît simplement à cause d'une rotation. Ça se peut pas, ça. Il n'y a pas une force qui apparaît juste à cause qu'il y a une rotation. Montrez-moi quelle force tire cette boîte de conserve vers l'extérieur. Il n'y en a aucune. Tout ce qu'il y a en réalité, c'est une force qui tire vers l'intérieur. Et c'est une force centripète. Prenons encore notre situation. Imaginons il y a une petite coccinelle à l'intérieur de la boîte de conserve. Cette coccinelle-là, elle va suivre le mouvement de la boîte de conserve. Donc, elle va effectuer une rotation. Et, encore une fois, elle va subir une force qui va être vers l'intérieur de la trajectoire. Et cette fois-ci, ça ne va pas être la tension de la corde directement. Parce que là, dans le fond, la petite coccinelle est sur le fond ici de la boîte de conserve. Fait que dans ce cas-ci, c'est normal. C'est normal parce que c'est une surface solide, c'est-à-dire le fond de la boîte de conserve, qui exerce une force de contact sur la coccinelle. Donc, c'est une force normale. Donc, la coccinelle, elle subit une force normale. Et c'est cette force normale-là ici qui joue le rôle de force centripète. Je vous rappelle, la force centripète, c'est simplement la force qui permet de maintenir le mouvement de rotation. Fait que quand je dis que la normale joue le rôle de force centripète, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est la force normale, c'est-à-dire la force normale qui est exercée par le fond de la boîte de conserve sur la coccinelle. C'est cette force-là qui permet à la coccinelle de garder son mouvement de rotation, qui lui permet de faire cette trajectoire circulaire.
Dans le référentiel, donc là, pour l'instant, je suis en train d'analyser les forces dans un référentiel extérieur. Ok? Donc, je regarde ça de l'extérieur. Donc, comme quand je regarde ça ici, je regarde ça de l'extérieur. Ben, moi, qu'est-ce que je vois? C'est ça. Je vois une force qui est vers l'intérieur, la force centripète. Si maintenant, on se met dans la peau de la coccinelle. Mais dans la peau de la coccinelle, c'est vrai qu'elle, en réalité, ce qu'elle sent, c'est qu'elle se sent déportée vers la droite. Donc, elle se sent déportée vers la droite ici. Donc, on pourrait appeler ça, entre guillemets, une force centrifuge. En fait, c'est surtout autour du mot force que je veux mettre des guillemets. Parce qu'en réalité, c'est pas une vraie force. C'est ce qu'on appelle une force fictive. Dans le jargon de la physique, c'est ce qu'on appelle une force fictive. C'est-à-dire que c'est une force qui semble être présente quand on est dans le référentiel de la coccinelle. C'est-à-dire qu'on se met dans la peau de la coccinelle, on sent qu'on est déporté vers l'extérieur. Donc dans le référentiel de la coccinelle, on sent une force vers l'extérieur. Sauf que le référentiel de la coccinelle n'est pas un référentiel inertiel. C'est-à-dire que c'est un référentiel qui est accéléré, puisqu'il est en rotation. Étant un référentiel en rotation, ce n'est pas un référentiel valable pour appliquer les lois de la physique. On peut seulement appliquer les lois de la physique dans un référentiel inertiel, c'est-à-dire un référentiel qu'on peut considérer entre guillemets immobile ou à vitesse constante. Donc par exemple, le référentiel de votre maison, c'est correct, c'est un référentiel inertiel. On peut considérer raisonnablement ce système-là comme étant un système immobile ou à vitesse constante. Donc ceci, par exemple, quand on analyse d'un point de vue extérieur, on est dans un référentiel inertiel. Et dans un référentiel inertiel, on voit que c'est une force centripète qui est orientée vers l'intérieur. Ça, c'est une vraie force. La force centripète est une vraie force. Tandis que la force centrifuge, et je mets force entre gros guillemets, c'est une force fictive. Je mets des guillemets parce que c'est pas une vraie force, c'est une force fictive. Puisqu'elle n'apparaît que lorsque l'on se place dans un référentiel qui est en rotation. C'est donc un référentiel accéléré. Et dans un référentiel accéléré, on ne peut pas appliquer les lois de la physique. Donc, on appelle ça une force fictive. Donc, la conclusion de toute cette histoire, c'est que pour le cours, vous pouvez carrément oublier la notion de force centrifuge, ça va seulement vous mélanger. Parce que jamais vous pouvez parler de ça, vous pouvez invoquer ça dans les exercices, parce que vous ne pouvez pas faire de calcul avec ça, c'est une force fictive. Vous devriez vous placer dans un référentiel non inertiel. Dans un référentiel non inertiel, vous ne pouvez pas appliquer les lois de la physique. Donc, oubliez ça. Par contre, ce qui est bon, c'est la force centripète. Donc, au pire, oubliez la notion de force centrifuge. C'est une notion qui est non inertielle, donc inutile pour l'application des lois de la physique. Ce qui est utile, c'est la notion de force centripète, qui, elle, est une notion qui s'applique dans un référentiel inertiel. Une autre façon de le dire, c'est que je pourrais l'expliquer d'une autre façon. C'est que la coccinelle, en réalité, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent déportée vers l'extérieur? C'est son inertie, c'est son élan. L'élan qu'elle a fait en sorte que, mettons, quand elle se trouve ici, elle aurait tendance à vouloir continuer tout droit. Okay? C'est son inertie. Son inertie fait en sorte qu'un objet, si on ne lui touche pas, il a tendance à vouloir continuer tout droit à vitesse constante. Donc, à ce moment-là, au moment qui est dessiné ici, la coccinelle, elle, ce qu'elle voudrait faire, c'est continuer tout droit sur sa trajectoire ici. Mais on lui force à continuer son mouvement sur une trajectoire rotative. Donc, la coccinelle va se sentir, va être forcée de rester sur un mouvement de rotation. Donc, elle va, entre guillemets, rentrer en collision, dans le fond, avec le fond de la boîte de conserve. Donc, la boîte de conserve va l'empêcher, finalement, d'être déportée vers l'extérieur. Donc,
Donc, elle va se sentir déportée vers l'extérieur. Mais finalement, cette force-là, c'est vraiment une force qui est vers l'intérieur lorsqu'on analyse la situation dans un référentiel externe, un référentiel inertiel. On reviendra peut-être là-dessus en classe. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça sur une diapositive, mais c'est très important. Donc, la notion de force centripète est vraiment importante. La notion de force centrifuge, vous pouvez l'oublier si vous voulez. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est un panier de laveuse à linge en rotation. Donc, tu sais, quand on fait un lavage dans une machine à laver, éventuellement, bon, il y a l'eau. Éventuellement, on veut évacuer l'eau. Donc, pour évacuer l'eau, ce que la laveuse va faire, c'est qu'elle va commencer à spinner, à faire une rotation très très rapide. Donc, elle va tourner comme ceci très rapidement. Et ce faisant, ça va faire sortir l'eau par les trous de l'essoreuse qui sont ici. Okay? Donc, autrement dit, les vêtements, eux autres, sont coincés à l'intérieur du panier, mais l'eau, elle, peut sortir grâce aux trous. Donc, c'est un effet d'essorage, finalement. Un effet d'essorage, un peu comme si on essore de la salade pour faire sortir l'eau. Donc, on peut dire finalement, le linge, lui, est forcé de rester dans la rotation à cause du panier. Le panier exerce une force centripète vers l'intérieur qui force le linge à rester en rotation. Par contre, l'eau, elle, n'est pas forcée de rester en rotation à cause des trous. Donc, à cause des trous du panier, l'eau, elle, n'est pas forcée de rester en rotation, donc elle peut s'enfuir. Donc, elle va s'enfuir. Elle va s'enfuir par inertie. Elle va sortir par les trous. Et c'est ce qui va nous permettre de séparer la linge de l'eau. Donc, de faire sortir l'excédent d'eau. Donc, elles vont sortir de façon tangentielle à leur trajectoire des trous. Elles vont suivre leur inertie, finalement. Ils vont suivre leur élan en continuant tout droit. Tandis que le linge, lui, ne peut pas faire ça parce qu'il est forcé de rester à l'intérieur à cause de la force centripète qui va être exercée par le panier. Donc, à proprement parler, ça c'est vraiment très intéressant de le réaliser, à proprement parler, c'est le linge qui est forcé de quitter l'eau et non l'eau qui est forcée de quitter le linge. C'est fort, là. C'est fort, là. C'est le linge qui est forcé de quitter l'eau et non l'eau qui est forcée de quitter le linge. Pourquoi? Parce que c'est le linge qui subit une force. Le linge subit la force du panier qui le force à rester en rotation. Tandis que l'eau, elle, ne subit pas cette force du panier. Donc, elle est libre de quitter le panier en suivant son inertie, en suivant son élan. Donc, c'est le linge qui subit une force et c'est l'eau qui est libre. Donc, c'est quand même fou c'est fou à quel point la physique nous permet de voir des choses d'une façon qu'on n'est pas habitué de les voir, mais c'est une des belles choses de la physique, ça. C'est fantastique de voir des choses différemment pour la première fois. Alors, pensez à ça. Alors, je vais faire un petit entracte ici et au retour, à la prochaine vidéo, on va faire un premier exemple avec un manège de rotation.